se lancer. Ça a surtout commencé d'un point de vue factuel, quand on joue, comment on peut s'améliorer. La première fois qu'on entend une Marseillaise quand on est au bord du terrain, ça fait quelque chose quand même. Ça me tenait à cœur de participer à Paris 2024, de pouvoir être désigné parmi les officiels qui vivaient l'événement de l'intérieur, d'avoir pu vivre pendant 15 jours dans le village olympique, être neutre, impartial et être le plus pro possible. Comment on se base grâce à la sabermétrie, donc c'est ce qu'on peut retrouver dans le film Le Stratège, comment créer une équipe à travers des éléments qui ne sont pas forcément très chers, mais avec lesquels on pourra avoir le meilleur rendement en tant qu'équipe. C'est qu'il y a la possibilité de vivre des choses magnifiques, d'atteindre son rêve. Hello, c'est Vanessa. Je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champions du Digital, le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui œuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel, bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport, vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. J'accompagne et je forme des athlètes, des clubs, des marques, des fédérations à l'utilisation de cette plateforme. Je collabore également avec des acteurs du sport, créer des séries de contenus pour mettre en avant leur engagement par le prisme du sport. Bonne écoute! Bonjour, tu pourrais te présenter et nous expliquer ton parcours et notamment ton parcours d'études et pour quel type d'entité sportive tu as travaillé ou pas forcément dans le sport d'ailleurs. Bonjour, ravi d'être ici aujourd'hui pour pouvoir échanger avec vous. Moi c'est Mathieu et j'interviens aujourd'hui pour vous parler de mon poste de statisticien. Pour parler un peu plus de mon parcours, j'ai un DUT, une licence professionnelle et un master en analyse de données et en statistique. Et j'ai pu, au travers de tout ça, avoir différentes expériences professionnelles, pas forcément dans le sport, au travers de différentes entreprises. Et à côté de ça, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'occupe de prendre des statistiques pendant les matchs pour le LDSC Asvel féminin et également sur d'autres matchs de basket, que ça soit sur du valide ou sur du basket fauteuil. Ce parcours dans le basket, il s'est fait parce que c'était ma passion, c'était mon envie d'en découvrir plus. Et je me rappelle un peu ce lancement dans ce parcours-là. Il s'est fait à la fin d'un match de l'équipe de France de basket que j'étais allé voir. Et à la fin du match, je suis allé discuter avec les commentateurs sportifs de Canal à l'époque et je leur ai demandé mais comment ça se fait qu'il y a des incrustations de scores, de stats à la télé, comment vous faites pour les mettre, comment ça se passe. Et là en fait ils m'ont envoyé vers deux autres personnes qui eux étaient à la Fédération française de basket, qui étaient en charge de prendre les statistiques pendant les matchs. Et en fait qui fournissait toutes les informations sur les écrans télé via différents modules, différents liens entre les deux. Et donc voilà, ça s'est fait par un échange, une discussion. J'ai essayé de comprendre un peu ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient, comment on pouvait aussi atteindre cet objectif, puisque c'est ce qui me passionnait. Et on parle de ça à une époque où j'ai tout juste 18 ans, donc il faut oser aussi se lancer. Et à la fin, tout s'est un peu enchaîné. Il s'est avéré que le club de Lyon était à la recherche de quelqu'un pour prendre les statistiques. Ils ont contacté la fédération m'ayant vu et ayant discuté avec moi, m'ont proposé de me former assez rapidement sur une journée et de m'expliquer un peu le fonctionnement, ce qu'il en était, me mettre en lien avec le club. Et ensuite, ça s'est fait, les matchs ont commencé et ça fait 10 ans que j'y suis maintenant.
pour mon rôle, je parle bien de l'ASVEL féminin à distinguer de l'ASVEL masculin, qui eux aussi ont des personnes dédiées pour la prise de statistiques pendant leur match. Moi, je vais parler du côté féminin. Et, et voilà, et au cours de ces 10 années, j'ai pu donc officier en match de championnat, en match de Coupe d'Europe pour le club, mais également être amené à être désigné par la fédération sur des matchs de l'équipe de France ou par la fédération internationale sur une compétition comme les championnats d'Europe de basket féminin qui ont eu lieu à Strasbourg en 2021 et tout récemment une désignation sur les Jeux paralympiques de Paris 2024. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'en es arrivé à t'intéresser aux statistiques dans le sport? Je dirais que inconsciemment, ça fait un bon bout de temps que cette partie-là m'intéresse. Je pense que quand je faisais du sport moi-même, il y a quelques années déjà, quand j'étais jeune, le fait de trouver des moyens de s'améliorer, de comprendre comment pouvait fonctionner une performance d'équipe ou même voir certaines performances et certains chiffres aussi apparaître à l'écran quand on regarde les événements sportifs à la télévision. Je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que je me suis intéressé à cette partie-là, que ce soit sur la partie comment c'était saisi, comment ça pouvait être traité et quel était un peu tout ce qui pouvait se cacher derrière, que ce soit pour l'analyse de la performance, pour le développement personnel aussi pour certains joueurs, certains compétiteurs. Et voilà. Et j'étais loin de m'imaginer un peu tout ce qui se cachait derrière à cette époque-là, mais je pense que ça a surtout commencé, voilà, d'un point de vue factuel, quand on joue, comment on peut s'améliorer et typiquement, bah, quand on enchaîne les tirs, quand on enchaîne les sessions d'activité pour s'améliorer, bah, ça fait partie aussi des choses en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai été meilleur, j'ai eu plus de réussite. Et voilà, la data, c'est aussi ça, et ça a commencé comme ça pour moi. Il y a un an, tu participais aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en tant que statisticien. Comment en es-tu arrivé à obtenir cette mission et en quoi elle consistait? Quels ont été tes challenges? Parce qu'on parle quand même de l'un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand événement sportif au monde. Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Effectivement, je pense qu'on est sur un des plus grands événements, si ce n'est le plus grand événement sportif qui existe, tant par les valeurs que par ce qui se cache aussi derrière cet événement, que ça soit la ferveur, les personnes qui font vivre l'événement de l'intérieur, que ce soit les bénévoles, les personnes qui sont officielles, les athlètes, l'harmonie qu'il existe. J'en reparlerai un peu après et je vais aller étape par étape. Mais pour moi, effectivement, on reste en toute transparence sur une des plus belles compétitions qui existent. Mais pour en arriver là, c'est sûr qu'il y a des étapes. Donc, pour être statisticien, ce que j'ai pas précisé avant, c'est que tout simplement, il y a certaines étapes à passer. On a des formations annuelles pour pouvoir officier en championnat de France. Donc ça, c'est des formations qui sont données par la Fédération française. Et on a aussi des formations à suivre tous les 2 ans auprès de la Fédération internationale pour être sûr que notre prise de statistiques soit harmonisée et soit en cohérence sur tous les pays et tous les matchs qui sont régis par la Fédération internationale de basket. Donc par rapport à ça, déjà pour pouvoir prétendre aux compétitions internationales, il faut justifier d'une certaine expérience et avoir cette licence internationale. Donc c'est quelque chose que j'avais validé. Ça fait depuis que j'ai commencé quasiment que j'ai cette formation-là, puisque j'ai très vite fait des matchs internationaux du fait de la position de Lyon en championnat qui faisait qu'ils avaient des coupes d'Europe, plus le fait qu'il y avait également des matchs internationaux qui avaient lieu à Lyon et pour les couvrir, il fallait qu'il y ait quelqu'un sur place qui ait aussi le niveau requis par la fédération pour pouvoir le faire. Après, le cheminement, il est aussi, il y a des choix. On est beaucoup de statisticiens en France, on est rattaché à peu près tous les clubs pro qui existent. Donc il faut faire des choix. Comment on les a fait? Tout simplement, la fédération a eu
a mis en place des tests en anglais parce que on est dans un contexte international, il faut pouvoir parler avec les officiels qui viennent probablement d'un peu tous les pays. Il faut pouvoir aussi communiquer avec la fédération internationale si jamais il se passe un souci sur un match, comment on peut pallier à ce souci-là. Il y a un test aussi de connaissance des règles du basket. Bien évidemment, on ne peut pas prendre de statistiques sur un événement comme ça si on n'est pas complètement raccord sur les notions sur qu'est-ce qu'une passe décisive, qu'est-ce qu'une perte de balle, qui intercepte les ballons aussi, parce que voilà, est-ce que c'est le défenseur qui attrape le ballon en premier, est-ce que c'est celui qui fait l'effort défensif, toutes ces notions-là qui sont à prendre en compte et à connaître. Donc pas mal de petits tests comme ça, des jalons, des quiz, des tests en anglais aussi à l'oral, comme je le précisais. Et après, c'est aussi l'expérience qu'on peut avoir effectivement sur des compétitions internationales qui jouent et voilà à peu près sur les différents critères qu'il fallait respecter pour pouvoir prétendre à une place au jeu. Sur cette compétition, la différence de ce qu'on fait en club, c'est que typiquement à l'Asvel féminin, on est 2 pendant les matchs. On a ce qu'on appelle un rôle de cliqueur et un rôle d'aboyeur. Donc l'aboyeur va annoncer tout ce qui se passe sur le terrain, potentiellement pour un type, on va dire qu'il y a eu un shoot, on va annoncer shoot de la numéro 5, manqué, rebond de la numéro 7. Ça va être une possibilité d'annonce qu'il y a. Et le cliqueur, lui, va devoir saisir ces annonces-là sur un logiciel dédié sur lequel on va pouvoir récolter toutes les informations qui ont été dites et qui se passent sur le terrain. Au niveau des événements internationaux, la plupart du temps, on va être 3 avec une personne qui est là en backup pour venir en complément de celui qui annonce pour si jamais on a un doute sur un numéro ou besoin de regarder des choses à la vidéo, le backup va être là pour ça. Aux Jeux paralympiques, c'était encore différent. On était 4 cette fois-ci parce que il y avait toujours ce rôle à 3 qu'on peut avoir en compétition internationale. Donc, un annonceur, un qui clique, un qui est backup pour donner son avis, et une 4e personne qui, lui, va avoir un rôle de backup beaucoup plus important puisqu'il va avoir tous les angles de caméra et de vidéo et il va pouvoir confirmer que c'est bien telle joueuse qui a fait telle action, etc. Et il va être en lien direct aussi avec la fédération et avec les instances pour justifier certaines actions. Typiquement, on va avoir un doute sur est-ce qu'elle touche bien le ballon, est-ce que c'est un contrôle, est-ce que c'est pas forcément contrôlé, et voilà. On va pouvoir regarder la vidéo, discuter avec la fédération internationale pour que le but, à la fin, on ait des statistiques le plus propre possible et le plus véridique possible par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Dans ces groupes de 4, donc il faut savoir qu'on était une vingtaine de statisticiens sur la compétition des Jeux paralympiques. C'était pareil pour les Jeux olympiques, avec 20 autres statisticiens. Les groupes changeaient, on n'était pas tout le temps avec les mêmes personnes, et chacun a des postes de prédilection, mais on peut être amené à tourner. Moi, sur la compétition, j'ai officié sur 12 matchs, et sur ces 12 matchs, j'ai majoritairement été sur le backup avec la fédération internationale et sur la partie saisie sur le logiciel. J'ai fait un match aussi en annonceur et un match en backup, mais voilà, majoritairement ça a été sur les 2 rôles parce que voilà, on a chacun nos spécialités, nos appétences et plus on avance dans la compétition, plus on va aller chercher à mettre les personnes sur les postes sur lesquels ils se sentent le plus à l'aise et qui sont les plus efficaces parce que le niveau monte plus on se rapproche de la fin de la compétition. Donc typiquement, si je dois résumer ce à quoi ça consistait mon travail sur place, c'était avec mes collègues de faire en sorte que tout ce qui se passe sur le terrain soit bien notifié, qu'on puisse avoir toutes les informations, que aussi bien les équipes que n'importe qui a besoin d'utiliser les statistiques puisse avoir un vrai suivi de
qui a marqué, qui a fait quoi, qui rentre en jeu, combien de temps, est-ce qu'il y a eu un vrai impact quand il était en jeu, etc. Du coup, le plus gros challenge, je pense, sur la compétition, c'est de rester focus en fait, parce que on vit le moment, on vit l'événement, on est sur place, mais on a ce côté professionnel en fait à avoir. On peut pas passer à côté d'une action parce que comme je disais, il y a la fédération internationale qui observe et puis les athlètes, c'est leur métier, ils ont besoin d'avoir ces données-là aussi pour voir ce qu'il en est, comment on peut mettre en place telle ou telle stratégie, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins performants, comment on peut constituer les équipes aussi, puisque en paralympique, il y a des notions de score par joueur en fonction des handicaps qu'ils peuvent avoir, et on peut pas dépasser un certain seuil en termes de score d'handicap pour chaque équipe. Donc il faut prendre ça en compte, donc quel remplacement on peut faire pour toujours respecter ce seuil-là, mais avoir les bons joueurs sur le terrain. Donc voilà, il faut essayer de rester le plus pro, essayer de rester aussi le plus neutre possible. Euh, Moi, j'avais déjà eu l'occasion de faire des matchs d'équipe de France, donc c'est pas quelque chose qui m'a perturbé, mais voilà, il faut savoir que la première fois qu'on entend une Marseillaise quand on est au bord du terrain, et ça fait quelque chose quand même. Donc il faut à la fin de l'hymne pouvoir trouver le petit truc qui permet de nous remettre dedans. Je sais que moi j'ai une petite routine maintenant depuis on va dire 2 ans. J'ai une petite routine sur les dernières minutes avant le coup d'envoi du match, sur lequel je vais me remettre dedans, je vais me replonger pour être extrêmement focus et oublier totalement qui c'est qui joue pour être neutre, impartial et être le plus pro possible, essayer de faire le moins d'erreurs dans ce que je vais annoncer, dans ce que je vais saisir, etc., pour faciliter le travail de toute l'équipe. Et puis pour finir, ce que j'ai appris de cette expérience, j'en reviens à ce que je disais au départ, qu'on est sur une compétition qui est exceptionnelle. Et moi, ce que j'ai appris en fait, c'est qu'il y a la possibilité de vivre des choses magnifiques, d'atteindre son rêve, parce que quand on est fan de sport, je pense que les jeux, c'est des choses, ça fait partie des compétitions sur lesquelles on se dit, ouais, j'aimerais y être, gagner une médaille aux jeux, ça a une vraie valeur. Quand on entend les sportifs en parler, c'est vraiment hyper important. Et moi, ça me tenait à cœur de faire, de participer à Paris 2024 et de pouvoir être désigné parmi les officiels qui vivaient l'événement de l'intérieur, voilà, d'avoir pu vivre pendant 15 jours dans le village olympique, d'avoir pu croiser des athlètes comme ça tous les jours, d'avoir rencontré des personnes exceptionnelles aussi, parce que tous les collègues avec qui j'ai officié, mine de rien, quand on vit 15 jours avec, il y a des vraies affinités qui se créent. On se rend compte que avec des personnes avec qui on n'aurait peut-être pas pris le temps de discuter, finalement il y a du bon. C'est voilà, donc c'est très enrichissant humainement. Moi, je pense que c'est ce que j'en retire le plus. Et puis après, il y a toute la notion qu'il y a autour, comment on gère ses émotions. Ce que je disais, c'est que j'ai fait 12 matchs sur la compétition. J'ai fait le premier match, donc le match d'ouverture, faut gérer un peu la pression et se dire, ok, on le lance, c'est assez important. Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit, j'aimerais bien lancer et terminer. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai eu l'occasion d'officier sur les 2 finales des Jeux paralympiques et du coup de clôturer aussi l'événement. Et là, en fait, émotionnellement, quand on vit toute la quinzaine comme ça, que on a ces désignations qui sont magnifiques, qu'on n'attend pas forcément et qu'on a cette reconnaissance-là à la fin aussi, on apprend aussi à devoir gérer ses émotions, gérer les émotions de tout le monde en fait, de ceux qui nous entourent, qui sont sur place et qui vivent la déception et la joie de leur désignation eux-mêmes, mais aussi gérer tout l'entourage, tous ceux qui nous ont soutenus tout le long du parcours, parce que voilà, comme je disais, il y a toutes les étapes à franchir, il faut arriver à faire face aussi
aux difficultés qu'on peut rencontrer, de se dire, bah ouais, pendant 15 jours, je vais être au jeu, je vais pas forcément pouvoir avoir de vacances parce qu'il va falloir que je sois là-bas pendant cette période, etc. Donc on repense à tout ça, à comment on a fait pour en arriver jusque-là, et je pense que le plus gros, ce que j'en retire le plus, c'est vraiment humainement et ce qu'il en ressort. Et je pense que c'est 15 jours et ce que j'ai vécu pendant toute cette période, c'est des choses qui resteront gravées. Et voilà, on dit qu'il y a toujours des moments dans la vie qui restent marquants et qu'on n'oubliera jamais. Je pense que là, on est sur ce genre de ressenti, en tout cas pour moi. Sur les 5 dernières années, de par tes différentes expériences dans le milieu du sport, comment tu as vu évoluer l'importance de la data dans la performance sportive en particulier? Toi qui travailles depuis de nombreuses années avec l'Asvel féminin notamment, de quelle manière tu vois que ça a évolué et que ça a une importance notamment dans le choix par exemple des coachs, dans la tactique, etc. C'est un vaste sujet, l'évolution. En fait, le fait qu'il y ait eu les Jeux à Paris, je pense que ça a aidé aussi à développer certains aspects de la data, dans le sens où quelques années, mois avant que les Jeux commencent, j'ai commencé à voir arriver pas mal de sujets dans certains sports sur comment on peut améliorer la performance par de l'analyse de données, sans qu'elle soit forcément physique ou sportive, mais même des notions purement physiques, telles que le mouvement de l'eau pour la natation ou voilà la proximité et l'aérodynamisme qu'on peut avoir dans des courses, que ce soit le cyclisme ou en athlétisme. Donc toutes ces notions-là, elles se sont développées en France aussi grâce au jeu. Après, bien évidemment, le fait que la donnée soit de plus en plus facilement collectable, analysable et que ce soit quelque chose qui est moins flou que ce que ça pouvait être il y a quelques années, bah, tout le monde s'y est mis. Ça a des avantages et des inconvénients, mais je pense que le milieu du sport, en tout cas, a bien évolué avec ça pour diverses raisons. Mais, euh, mais moi, je vois une vraie évolution, en tout cas, depuis que j'ai commencé sur la data dans le sport. Typiquement, on parlait de recrutement, de stratégie, quel joueur mettre, quel joueur pas mettre. Je pense que on a beaucoup d'exemples maintenant qui permettent de dire oui, effectivement, bah, prendre tel joueur, ça peut être bien parce que il va nous apporter quelque chose sur le plan technique, parce que il est très fort, parce que sa spécialité c'est ça, et ça marche dans tous les sports. Mais là où il y a un impact aussi maintenant pour les coachs, c'est qu'on va pouvoir aussi analyser, en tout cas au basket, on va pouvoir analyser les temps de jeu, on va pouvoir analyser les joueurs qui jouent ensemble. Typiquement, j'ai comme ça de mémoire une année où on avait une joueuse qui faisait énormément de passes décisives. Et en fait, quand on rentre dans le détail, on voit que les passes décisives étaient un peu toujours sur le même schéma tactique. Donc, une équipe adverse aurait pu dire, ben, ok, statistiquement, elle a beaucoup de passes, comment on peut bloquer les passes? Et en fait, quand on va aller chercher dans le détail, on va se dire, d'accord, donc c'est quand ils mettent ce plan de jeu en place, la plupart du temps, bah, il y a une passe décisive et ça score derrière. Donc, comment on peut pallier à ça? Donc, ça a un double côté, dans le côté où on peut observer l'adversaire et se préparer, et aussi le côté de comment nous, on peut s'améliorer, parce qu'on voit qu'il y a des stratégies qui fonctionnent pas, parce qu'il y a des assemblages de joueurs qui ne vont pas forcément ensemble. Et moi, je trouve que, alors sur une moindre mesure, hein, je vais nuancer un peu les propos, mais je trouve que l'exemple de certains clubs de sport et que certains clubs de foot ont beaucoup évolué dans le sens où on est retombé un peu dans ce qu'on peut retrouver dans les notions du film Le Stratège, avec j'ai des joueurs qui sont performants sur tel point, ils sont pas forcément excellents, c'est pas forcément des top stars, mais tous ensemble, ça va faire quelque chose de bien. Et effectivement, c'est utile aussi dans le recrutement, c'est utile pour
plein de sujets différents. Est-ce qu'il y a une étude ou une actualité autour des data dans le sport qui t'a particulièrement intéressé récemment et que tu pourrais partager ici, que tu trouves pertinente pour des professionnels du sport, que ce soit des personnes qui travaillent dans les clubs. Alors ça peut être des data liées à la performance sportive, parce que je crois que c'est ton sujet surtout, mais ça peut être aussi l'utilisation des data, tu vois, au niveau marketing. Voilà, en gros, une actualité liée aux data dans le sport qui t'aurait particulièrement intéressé et que tu voudrais nous partager. Alors, en études, ça tombe bien parce que c'est un peu l'actualité aussi du moment avec la Coupe du monde de rugby féminin. J'aime beaucoup suivre ce qui se passe dans le rugby parce que déjà, j'ai eu l'occasion de rencontrer le data scientist de l'équipe de France de rugby et c'est hyper intéressant tout ce qu'ils peuvent mettre en place. Je pense notamment à tous les aspects pour la protection des joueurs. C'est des choses sur lesquelles je trouve qu'il y a eu une vraie plus-value de la data ces dernières années, notamment avec les mises en place de capteurs pour mettre en place tous les protocoles commotion quand il y a des impacts qui sont trop violents, mesurer aussi la forme physique de certains joueurs. Typiquement, dans certains clubs, on va avoir des enquêtes pour savoir un peu si le joueur a bien dormi, mal dormi, matcher ça avec ses entraînements, ses performances, voir si potentiellement sur certains déplacements ou choses comme ça, s'il a plus de mal à supporter les voyages, peut-être qu'il faut pas le mettre titulaire parce que il va avoir du mal à rentrer dans le match. Il faut peut-être plus le mettre remplaçant, le faire rentrer plus tard parce que c'est là où il va apporter le plus à l'équipe. Donc je trouve que ces analyses-là aussi physiques sont hyper intéressantes et j'aime bien effectivement écouter les spécialistes de ce domaine-là, qui est beaucoup plus loin pour moi, mais je trouve que c'est hyper intéressant que la donnée aille aussi dans ce sens-là pour la protection des athlètes. Maintenant, si je dois citer un article hyper pertinent que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est sur l'utilisation de la donnée. Et est-ce que c'est pas négatif? Et le constat, en fait, a été, c'est plusieurs personnes qui discutent un peu sur la vision en se disant oui, mais c'est bien, ça permet de nous améliorer, de trouver nos forces, nos faiblesses. Mais en fait, en comparatif à ça, les autres équipes font pareil, s'améliorent et observent aussi les faiblesses qu'on peut avoir. Typiquement, dans le basket, il y a encore peut-être 20 ans, les tirs à 3 points n'étaient pas aussi impactants que ce qu'on a maintenant. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé jusqu'à avoir des joueurs qui étaient exceptionnels sur cette partie-là. On pense à Stephen Curry en premier. Mais voilà, ces joueurs-là, en fait, ont révolutionné un peu le basket parce que, en fait, plutôt que de marquer 2 points, on en marque 3. Donc même si la réussite est un peu moindre, en fait, le ratio de points reste quand même plus élevé. Donc de plus en plus d'équipes se sont mis à shooter à 3 points, à travailler là-dessus. Et donc on a une harmonie autour de cette stratégie-là qui vient à se mettre en place. Là, je donne l'exemple du basket sur les 3 points, mais ça s'est vu dans différents sports. Et si je reviens sur le rugby, une stat ultra marquante que j'ai vue sur la saison dernière de rugby, ou la saison d'avant, je confonds peut-être, c'est sur le nombre de drops tentés pendant les matchs. Donc un drop, c'est tout simplement le joueur qui va taper au pied le ballon entre les perches pour marquer 3 points alors que le jeu est en cours. Contrairement à une pénalité où le jeu est arrêté, là c'est vraiment le jeu est en cours. Les drops, ils sont passés de 145 drops sur l'année réussie en championnat dans le top 14 il y a 10 ans à, je crois, une quinzaine ou une dizaine l'année dernière. Donc il y a eu une vraie baisse là-dessus. Et pourtant, les joueurs sont beaucoup plus forts, je trouve, maintenant au pied. Si on regarde un peu le pourcentage de transformation qu'ils sont capables de faire maintenant, et surtout les angles de tir qu'ils peuvent avoir ou les distances qu'ils mettent, je trouve que cette harmonisation, effectivement, peut créer des changements dans la physionomie du jeu. Et c'est des choses auxquelles, effectivement, il faut faire attention. Et je trouve que ces analyses-là, en fait, elles sont très enrichissantes parce qu'elles mettent
un point un peu de réflexion sur bah, la data c'est bien, ça nous améliore, oui, mais il faut pas non plus que on en vienne à avoir non plus tous les mêmes styles de jeu, parce que bah, c'est ça aussi qui fait que on a des choses qui peuvent être moins intéressantes par moment, ou on a l'impression de voir tout le temps la même chose parce que c'est les mêmes schémas qui se répètent, etc. Donc voilà, et puis après, sans leur faire trop de promo non plus, mais j'aime bien aussi les analyses de Datascout qui ont monté tout un outil pour la comparaison de joueurs dans le foot. Et je trouve que c'est hyper intéressant l'approche qu'ils peuvent avoir et la façon dont ils présentent les choses. Et voilà, c'est pas forcément une étude ou une actualité, mais c'est des gens que j'aime bien suivre parce que je trouve que c'est toujours intéressant ce qu'ils peuvent publier et ce sur quoi ils peuvent échanger. Alors, on sait que les datas dans le sport, ça revêt, si je me trompe pas, deux types de sujets. D'un côté, il y a les datas qui sont liées à la performance sportive, et il me semble que c'est sur ça que tu es spécialiste. Et il y a aussi les datas liées à tout ce qui est business, marketing, CRM, pour les professionnels du marketing sportif. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quels autres métiers existent autour des statistiques dans le sport? Par exemple, des professionnels que tu aurais côtoyés qui sont sur des métiers un peu similaires, qui utilisent les statistiques, que ce soit lié à la performance sportive ou par exemple au business dans le sport, pour faire connaître un petit peu les métiers qui existent à des gens qui écouteraient en fait cet épisode de podcast et qui voudraient en savoir plus ou qui aimeraient avoir un métier dans cet univers-là. Ouais, il faut savoir que déjà, c'est l'univers du sport euh, sur le côté data est assez compliqué parce que effectivement, je disais que ça se développait, etc. Mais on n'est pas forcément dans tous les sports sur un niveau de professionnalisme aussi élevé que ça pourrait être dans certains autres pays où effectivement, dans certains sports, on va avoir une vraie culture de la donnée, peu importe que ça soit pour le développement des joueurs, que ça soit pour l'observation, etc. En termes de métier, effectivement, bah, la partie marketing a un jeu, a une utilisation effectivement de la donnée, de tout ce qu'on peut collecter, notamment sur l'observation des fans, l'arrivée potentiellement d'un joueur, combien de maillots peuvent être vendus, ces choses-là, ça a un impact sur les finances du club, mais il y a toute une observation derrière, la connaissance aussi des spectateurs. Euh, cette connaissance aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait de connaître ses spectateurs, si on en a ses fans, si on en a depuis de nombreuses années, on a certains clubs qui proposent même aux fans de se servir de leur ressenti pour aider à développer le club. Est-ce que ces joueurs-là sont pertinents ou pas, etc. Alors après, le club a toujours le dernier mot, mais dans certaines divisions, je sais qu'en Angleterre, il y a un club qui fait ça, et j'ai trouvé ça assez rigolo quand j'ai découvert ça, où effectivement le club se base sur des études stats auprès de ses fans pour savoir si tel recrutement peut être validé, si tel coach est une bonne idée ou pas. Et je trouvais ça assez marrant. Sur les autres jobs qui existent autour de la donnée, j'ai parlé un peu tout à l'heure de la partie physique, donc tout ce qui va être préparateur physique, ce qui va être préparateur mental, qui peuvent utiliser les données collectées sur ce que je disais, le ressenti d'un joueur. Techniquement, on a tous des jours avec et des jours sans, donc il suffit que bah, il ait eu une mauvaise nouvelle, qu'il soit pas dedans, bah, effectivement, ça va peut-être baisser sa performance. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a aussi toute la partie retour de blessure, où on va observer, on va dire un peu des abacs de ce qui existe sur comment on va remettre quelqu'un au niveau, comment on va lui faire son programme de réathlétisation, d'entraînement, on va le faire reprendre petit à petit, etc. Donc ça, on peut se baser sur les données qu'on a des blessures similaires qui ont existé. Et puis, surtout, les autres métiers qui sont importants dans le sport, ça va être aussi toute la partie business, économique.
Pour expliquer un peu, il faut savoir que un club de haut niveau, c'est comme une entreprise. Elle a besoin de fonds pour fonctionner. C'est les joueurs, c'est des employés. Il faut les payer. Donc pour les payer, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent, etc. Donc ça se fait avec les différents sources de revenus qu'on peut avoir, les partenariats, les billets d'entrée pour voir les compétitions, etc. Mais voilà, le contexte économique, il fait que on peut pas non plus aligner les top joueurs qui ont des salaires élevés. Donc il y a aussi cette notion-là de comment on se base grâce à la sabermétrie. Donc c'est ce que on peut retrouver dans le film Le Stratège, comment créer une équipe à travers des joueurs qui sont pas forcément des top joueurs, à travers des éléments qui sont pas forcément très chers, mais avec lesquels on pourra avoir le meilleur rendement en tant qu'équipe. Ça, c'est vraiment important. Et puis, dans un dernier temps, aussi, je viens d'y repenser, ceux qui utilisent beaucoup la donnée, c'est les agents de joueurs aussi. Si on a un joueur qui performe, qui a des bonnes stats, ça va être plus facile de le vendre et de le proposer à certains clubs. Là où si on voit que il est pas dedans, il n'arrive pas à matcher, pour différentes raisons, il peut se servir de la donnée pour dire effectivement, il est moins performant cette année, mais peut-être parce qu'il joue moins ou parce qu'il joue pas sur tel poste, etc. Et donc, c'est aussi utilisé dans la partie, on va dire, auprès des agents, auprès de la mise en place des contrats. Donc finalement, dans un club, la donnée, on en entend parler un peu de partout, marketing, sportif, hors sportif sur la partie recrutement, management avec les joueurs, etc. Et sur la partie paris, connaissance de tout ce qui se passe auprès des fans, etc. Quels conseils tu pourrais partager avec des jeunes qui voudraient travailler dans le milieu du sport, mais qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience? Le conseil que je donnerais, en vrai, il est assez classique dans le sens où je pense qu'il faut pas hésiter à aller se renseigner, à aller poser des questions. Typiquement, voilà, moi j'ai commencé en allant voir comme ça, sans trop de pression, des commentateurs sportifs qui m'ont renvoyé ensuite derrière vers des personnes de la fédération. Et voilà, c'est parce que il faut oser, il faut aller se renseigner si c'est vraiment ce qui nous plaît, ne pas hésiter à contacter des personnes qui peuvent faire ça ou qui pourraient avoir peut-être des informations sur comment l'atteindre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de connaître son sport. On peut pas forcément faire de bonnes prises de données. En tout cas, moi, sur mon rôle de statisticien, si je connaissais pas forcément les règles du basket, j'aurais plus de mal à comprendre voilà, les différentes notions. Je pourrais les saisir parce que si on me dit il suffit de saisir là, bêtement, je pourrais les saisir. Mais cette notion de connaissance de sport pour aller plus dans les détails et pour faire des analyses plus poussées aussi derrière, parce que j'ai beaucoup parlé de la saisie, mais cette saisie-là, elle permet de faire des analyses poussées. euh, et ça, en fait, il faut des notions sur la partie stat, il faut des notions sur le sport, parce qu'on va pas analyser pareil les choses suivant les sports. Typiquement, la donnée dans les sports mécaniques, on va plus parler autour de l'aérodynamisme, autour de certaines choses qui sont mises en place, là où dans le sport collectif, on va aller observer peut-être des positionnements de tir. Est-ce que suivant là où on tire, on a plus ou moins de réussite, des choses comme ça. Donc voilà, ne pas hésiter à poser les questions, à se renseigner, à, à mettre en place des choses aussi. Je pense notamment si on est intéressé par le foot ou peu importe, c'est se dire ok, je prends certaines données et j'essaye de travailler avec, de faire des choses. Là, je parle pour la donnée, mais ça peut marcher pour n'importe quel élément. Si on a envie de faire de la photographie dans le domaine du sport, peut-être commencer à prendre certains clichés sur des compétitions qu'on peut aller voir, même si c'est du bas niveau. Un effort physique, ça reste un effort physique. Le prendre en photo, c'est une technique. Faire ressortir les émotions par quelque chose de figé, c'est aussi des choses qui s'apprennent. Et je pense qu'en s'entraînant et en faisant des choses aussi qui permettent de nous mettre en lumière et de s'améliorer aussi, c'est ça qui est important.
Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Mathieu, et de nous avoir partagé ton parcours lié aux data et aux statistiques dans le sport. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur LinkedIn, par exemple, ou sur les réseaux pour connaître ton travail, ou si quelqu'un veut te contacter, que ce soit un professionnel du sport, un étudiant, pour te poser des questions, comment il pourrait te contacter? Merci beaucoup. Pour me suivre, tout simplement, sur LinkedIn, Mathieu Gaultier, Mathieu Mathieu, Gaultier Gaultier. Et puis, si jamais vous avez des questions, pas hésiter, comme je l'ai dit avant dans les recommandations, pas hésiter à me contacter. Je réponds pas forcément du tac au tac, mais j'essaye de répondre assez rapidement, et je l'ai déjà fait plusieurs fois pour expliquer un peu ce que je faisais, et essayer de mettre en relation ou aiguiller certaines personnes. Mais voilà, vous pouvez me solliciter là-dessus. Et puis, en termes de travail et de suivi, je publie très peu. Je garde beaucoup mes analyses pour moi. Le fait de faire étudier ça aussi à des étudiants, je garde un peu ça pour moi, pour éviter d'avoir des redondances dans les choses qui peuvent être faites par mes étudiants lors de mes projets. Mais je vais essayer de mettre en place un peu plus de choses par la suite. C'est un de mes prochains objectifs en tout cas. Merci à Mathieu d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions pour découvrir tous les métiers autour des statistiques dans le sport. Vous pourrez retrouver dans les ressources de l'épisode le lien vers la page LinkedIn de Mathieu. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte @champion avec un S du digital, et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles, et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interviews ou de sujets pour les prochains épisodes.